Starter Production vous présente une histoire inspirante. La restauration, c'est un business qui est super dur. Et moi, je suis bien placé pour vous le dire, vu que j'ai travaillé en restauration de mes 14 ans à mes 17 ans. Aujourd'hui, j'invite un spécialiste du domaine qui a créé son restaurant en Guinée. C'est un gars de la diaspora, il s'appelle Abdou Touré. Le restaurant, il s'appelle Niakri Crêpes. Il est situé à Kipé. Et franchement, son parcours, il est très inspirant. À tout de suite pour découvrir son parcours dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous présente l'histoire de personnes inspirantes. Ce contenu vous est proposé grâce à notre partenaire Mouna Group Technologies. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Salam Bakouday, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va tranquillement. Bienvenue dans ce podcast. En gros, ça s'appelle Une histoire inspirante. Ici, on invite des gens comme toi qui ont réussi à accomplir des choses dans leur vie. Toi, tu as monté un restaurant. Franchement, je suis allé manger là-bas. C'était un truc de ouf. D'ailleurs, à la base, on ne se connaissait même pas. Moi, j'allais manger là-bas régulièrement. J'entendais parler de toi et tout. Et c'est par hasard qu'un jour, je suis tombé sur toi parce que tu connaissais des frères à moi et tout. Et je reviens sur le concept du podcast. On invite des gens comme toi qui ont réussi à construire des choses inspirantes pour que ça puisse inspirer des gens qui vont suivre le podcast et que ça puisse aussi leur donner des conseils de vie sur ton parcours, etc., quoi. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter déjà brièvement? Moi, je suis M. Touré. Je viens de la France, à Paris exactement. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis entouré d'une grande famille de Touré-Konda. Et on vient de Touba de base. Et après, nous, on s'est installé dans un petit village à Koli. On appelle Koli, vers Gawal, tout ça. Ça, c'est Koli. Koli, c'est juste avant Gawal. Ok. En fait, gros, c'est entre Bokeh et Touba. Bokeh, tout à fait, ouais. Ok, ta famille sont allés s'installer là-bas, quoi. Tout à fait. Du coup, toi, tu es entrepreneur, tu as créé. Bon, actuellement, en vrai, on peut dire que tu as lancé plusieurs restaurants. C'est le même nom, mais tu as rebondi plusieurs fois sur plusieurs restaurants. Et moi, ce que j'aimerais comprendre déjà, enfin, ce qu'on essaie de comprendre dans cette émission, c'est pour comprendre là où est-ce que tu es arrivé, c'est de comprendre d'où tu es parti. Donc, la première chose que moi, j'aimerais savoir, c'est dans quel environnement familial tu as grandi? C'était religieux? C'était comment, en gros, l'éducation qu'on vous donnait au niveau des parents et tout? Déjà, nous avons une éducation des parents dès le début, c'était être unis, soudés et s'entraider, évoluer ensemble. C'est ça, nous, mes parents, c'est ce qu'ils nous ont appris dès le départ. Donc, on a essayé de le faire. Après, moi, je n'ai pas grandi avec mes frères et sœurs parce qu'eux, ils étaient plus en Afrique et moi, j'étais en France. Moi, je suis né en France et eux, la plupart de mes frères et sœurs sont nés en Afrique. Ah, toi, t'es le seul dans ta famille qui a grandi en France? Je suis seul, oui, Ok. Vous êtes combien en tout? On est 6. Ah, ça va, c'est une grosse famille aussi. Bon, vous n'êtes pas autant que nous, mais c'est une grosse famille aussi. Je pense que ça joue sur la solidarité et tout. Ouais, je vais juste avancer un peu ton micro. Ça joue un peu sur la solidarité familiale et tout. Ouais, c'est bien ça, oui. Et au niveau du parcours scolaire, toi, comment ça se passait? T'étais quel type d'élève? À l'école, j'étais pas très fort. Mais je savais ce que je voulais. J'étais très ambitieux. Mais comme j'ai vu qu'à l'école, j'étais pas très fort, dès que j'ai eu un certain âge, j'ai commencé à vouloir déjà faire de l'argent. Je me rappelle à l'époque, j'étais au lycée, en phase de l'année du bac. Je travaillais à côté, dans le transport de personnes. Je travaillais à côté, donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Transport des personnes à l'époque, c'était quoi? VTC. VTC, ok. VTC. Tout ce qui est Uber, tout ça. Tout ça. Mais à l'époque, là, quand j'ai commencé. Ah, tu fais ça, t'étais encore au lycée? J'étais au lycée. J'avais déjà un véhicule, un petit van que j'avais. J'avais des courses privées. Donc, des fois, le matin, j'allais à l'école, des fois, j'allais pas. Après, à force de pas aller à l'école, ma conseillère m'avait dit que comme je vois que l'école n'est pas fait pour vous, soit vous arrêtez, ou soit vous venez, mais à la fin de l'année, vous serez éliminé, entre guillemets. Je ferai tout pour que le bac, vous l'aurez pas. En fait, ils essaient de se débarrasser de toi, quoi. Entre guillemets. En fait, toi, c'est l'argent qui t'a attiré rapidement, quoi. Parce que comme à l'école, j'étais pas très fort, je me suis dit, c'est une perte de temps pour moi. Et que je savais que ce que je voulais, que c'est gagner de l'argent, que j'avais eu une opportunité, que j'avais saisie
Et je travaillais, franchement, je gagnais beaucoup à l'époque. Beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, bon, je gagne un bon salaire, je vais à l'école, je ne suis pas très fort. Bon, je vais aller plus me consacrer sur le travail que sur l'école. Donc à la fin de l'année, à ma grande surprise, oui et non, bon, on va dire ça, je vois qu'il y a mon nom qui est affiché au tableau, M. Touré éliminé. J'ai souri, je me suis dit, bon, de toute façon, je m'attendais un peu, c'est dommage, mais c'est pas grave, la vie continue. C'est là que, on va dire, tout a commencé. Ok, ça c'est un piège un peu ça, parce que, en fait, même moi, j'avais le même truc quand j'étais plus jeune, moi j'ai commencé au collège, je travaillais en restauration et tout, et quand tu commences à gagner de l'argent quand tu es jeune, en fait, tu vois plus l'importance de l'école, parce que tu te dis, ouais, mais au final, on dit, tu vas à l'école, et l'école, ça sert à quoi? Ça sert à travailler, parce qu'on me dit, tu travailles pour avoir tu vas à l'école pour travailler, pour avoir un bon travail et gagner de l'argent. Et toi, tu gagnes déjà de l'argent alors que tu es à l'école. En fait, c'est ça qui te dit qu'au final, qu'est-ce que tu fais là? La grosse erreur que j'ai fait, c'est ça. Avec le temps, l'âge, j'ai compris une chose. Le savoir est une arme. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, je vais un peu arrêter tout ce qui est travailler pour les gens et aller m'instruire auprès des gens qui pourront me rapporter beaucoup. Donc j'ai commencé un peu à délaisser le travail et à aller vers les gens pour apprendre. Parce que comme à l'école, je n'étais pas fort et j'étais aussi immature, jeune. Et avec le temps, encore une fois, j'ai compris une chose. Ouais. Moi, j'encourage les gens vraiment à aller à l'école, de ne pas faire comme moi. Tu faisais beaucoup de bêtises un peu? Non, j'étais un élève calme, pas trop de bêtises, mais juste pas assez présent. Et trop en mode je m'en foutiste. En fait, tu t'en foutais vraiment. Je m'en foutais un peu, ouais. Vraiment de l'école. Parce que après, je me disais, parce que j'ai pas le niveau. Je suis quelqu'un, si j'avais le niveau de l'école, je pense que je serais allé loin. Mais comme j'ai vu que j'ai pas le niveau, que j'ai une opportunité de gagner de l'argent et faire un travail qui me plaît, c'est-à-dire conduire. À l'époque, j'aimais trop conduire les gens, un peu tout, des personnalités, beaucoup de gens. Je me suis dit, bon, vas-y, fonce. Attends, aller sur ça. Mais tu penses que c'est vraiment une question de niveau ou c'est plus l'environnement dans lequel tu as grandi qui faisait que tu t'en foutais de l'école? Il y a côté niveau et côté, j'avais pas vraiment des gens qui me poussaient à aller à l'école. À te montrer l'importance? À montrer l'importance de l'école à l'époque, là, okay. Malheureusement. Toi, tu avais fait quoi comme bac? J'étais dans la vente. Ok. Dans la vente. Mais ça va, tu as appris à vendre quand même? Oui, j'ai appris. Oui. J'ai appris et j'étais pas en général, j'étais en professionnel. C'est-à-dire qu'on faisait une partie et à l'école et une partie en formation. Quand j'étais en formation, dans les stages, ça allait bien parce que je me débrouillais pas mal avec les clients, dans les ventes. Donc je voyais déjà ce côté-là où je suis capable de vendre. Mais à l'école, c'était pas trop ça. Donc je me suis dit, je suis plus fait sur le terrain qu'à l'école. En fait, la partie paperasse, tout ça, les documents, c'est ça qui te cassait la tête, quoi. Ouais, surtout ça, ouais. Ok. Et après, tu disais que tu avais arrêté l'école pour essayer de t'instruire, de te former. En fait, tu allais voir des gens qui étaient dans certains business pour apprendre auprès d'eux. Ouais, c'est que moi, je me suis beaucoup rapproché des anciens qui avaient soit de l'expérience, soit un savoir. Dès que j'ai appris que l'importance du savoir et que je me suis dit, bon, j'ai pas été à l'école, genre à l'école, ou bien j'étais pas présent comme il le fallait, et que j'ai appris l'importance du savoir, bah, j'ai commencé à faire des recherches, beaucoup de recherches, soit sur Internet ou bien auprès des gens. Jusqu'à j'ai appris ce savoir que j'ai aujourd'hui, que beaucoup de gens ils pensent que c'est grâce à l'école, alors que c'est pas du tout le cas. Tu as tout appris sur le terrain. Ouais, avec les gens avec qui je discute, beaucoup, que je conseille, parce que bon, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu comme expérience en Guinée ou en France, ils pensent que j'ai eu le bac ou limite le bac plus je sais pas combien, alors que je leur ai dit, mais j'aime pas le bac. Quand on te voit, c'est sûr, on te dit, ouais, lui, c'est le gars qui a étudié, là. Ouais, ils pensent que j'ai étudié et tout, ouais, alors que pas du tout. Ouais. Pas du tout. Bon, ça, on me dit ça des fois, ouais, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, ouais, les gens avec qui je parle et tout, quand on fait des débats, parce qu'il aime bien faire des débats avec les gens. On fait des débats, on parle un peu de tout. Et qu'à la fin, je leur ai dit, mais vous croyez que j'ai le bac? J'aime pas le bac. Mais je savais ce que je voulais et comment l'avoir. Et je me suis battu pour. Dans la vie, quand on veut, on peut.
C'est clair. Mais le savoir est une arme. Donc, faites pas comme moi. Allez à l'école, apprenez. Mais toi, ce que tu as, c'est du savoir aussi. C'est juste que tu l'apprends différemment. Il y en a qui l'ont appris dans des livres. Toi, tu l'as appris en faisant des choses. Tout à fait. Et je pense que c'est mieux même. Mieux, mais je pense que l'école, je pense que le savoir de l'école et après le savoir, pour moi c'est étape. Au départ, le savoir de l'école. Après avoir compris ça et l'appliquer, et plus tard maintenant passer à l'étape suivante, le savoir avec les gens qui ont l'expérience. Genre les deux là ensemble pourront beaucoup t'aider. Tu peux tout casser avec les deux, Je pense quoi. que les deux, oui. Et après, déjà, la première chose, déjà, c'est... Est-ce que tu as vu la double culture? Parce que toi, on y viendra après sur ton parcours entrepreneurial, mais tu entreprends beaucoup en Guinée. Pourquoi en Guinée? Est-ce que tu as vu la double culture? Tu venais souvent déjà quand tu étais petit? Je commençais à fréquenter la Guinée dès que j'ai eu 19 ans. Je venais en Guinée en vacances. C'était la première fois que tu étais venu? Je venais avant quand j'étais jeune, mais bon, je venais, j'étais vraiment petit. Et je faisais quelques semaines et je voulais déjà rentrer. Parce que j'étais pas trop... J'avais du mal à m'adapter au pays. Donc quand je venais, c'était vraiment en famille que d'aller découvrir le pays. Okay. C'est quand j'ai eu 19 ans, par hasard, je suis venu en Guinée en vacances. Je commençais à découvrir, beaucoup sortir, fréquenter les lieux. J'allais dans les restaurants. Et quand je partais dans les restaurants, je m'attendais à avoir des plats qu'on fait en Europe. Mais pas du tout. Tu as vu d'autres choses? D'autres choses. Et surtout quand je commandais, exemple, dans les menus, exemple, pizza, et que je voyais que le prix était énorme. Donc je m'attendais à avoir... quelque chose de lié au prix, quoi. De lié au prix, la qualité, que je voyais ce que me ramenait. Non, je ne comprenais pas. J'ai dit non. En gros, c'était ta première relation avec la Guinée, en gros. Tout à fait. C'est que la Guinée à la base ou... En Guinée, ouais. T'as visité un peu d'autres pays d'Afrique aussi? Mais Afrique, non. Ok, c'était vraiment... Tu t'es dit, toi, vraiment, ton truc, c'est la Guinée. Ouais. Et t'as toujours su que t'allais faire... Avant que d'être venu en 2019, tu savais pas que t'allais faire un truc en Guinée un jour? Ou bien t'avais déjà ce truc dans ta tête? J'avais déjà cette idée-là, parce que je me rappelle quand j'étais venu en vacances, avant que je sois majeur, avec mes frères, on parlait de plein de choses. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien, on va dire, se projeter dans le futur, des fois. Donc, je leur ai dit, mon souhait un jour, c'est de faire un restaurant comme en Europe, mais en Guinée. À ce moment-là, tu n'étais même pas encore venu en Guinée quand tu Non, j'étais venu, ça c'était quand j'étais vraiment jeune. Quand Ok. j'étais venu, au départ, je te disais, je venais quelques semaines, je repartais et tout. Donc quand j'étais là, j'étais plus en famille qu'en mode de aller dans les restaurants, découvrir le pays. C'est vraiment chez moi. Donc en famille, chez nous, on est une famille nombreuse. On est beaucoup. Surtout nous, étrangers, quand on vient, il y a beaucoup de gens avec nous, beaucoup de jeunes, on est entourés. Donc on parle beaucoup de tout et de rien. Donc en parlant avec mes frères, j'aurais dit, c'est mon souhait un jour de faire un restaurant en Guinée un jour, pourquoi pas. Ok. En plus, tu sais, moi, à la base, mon premier rêve en Guinée, c'était de faire un restaurant aussi. Ah ouais. Mais comme je t'ai dit, en fait, c'est parce que quand j'étais petit, je travaillais en restauration. D'accord. Et moi, pour moi, je voyais l'argent qu'il y avait dans la restauration. Je me disais, c'était énorme. Et vu que je savais que je voulais faire un truc en Guinée, je me suis dit, bah, dans mon business plan, en tout cas dans mon plan de vie, bah, ça serait logiquement, premier business, je lance un restaurant en Guinée. Après, je me lance dans l'immobilier. En fait, dans ma tête, c'était calculé comme ça. Je me suis dit, je rentre en Guinée. À 19 ans, j'ouvre mon restaurant. À 20 ans, je me marie. À 27 ans, je investis dans l'immobilier. Déjà carré. Tout est déjà carré. Bon, après, ça, c'est la théorie. Hein. Ça se passe jamais comme dans la pratique. C'est différent. Mais mon rêve aussi, c'était ça à la base. C'était d'ouvrir un restaurant en Guinée. Bon, après, j'ai barré parce que, en fait, avec l'âge, quand j'ai avancé, ben, j'ai compris qu'en fait, la restauration, c'était pas un truc qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'était juste l'argent que je gagnais dans la restauration. Donc, si je peux le faire ailleurs, bah, pourquoi le faire dans la restauration? Parce qu'en vrai, c'est dur la restauration. C'est très compliqué. En plus, j'ai des traces encore sur mes mains et tout. Ah ouais. Quand tu vas et tout, tu te brûles 5 fois dans le four. Tu te coupes avec les couteaux et tout. Franchement, si t'aimes pas, tu peux pas. Il y en a beaucoup, même en France et tout, qui sont dans la restauration, ils se droguent et tout pour tenir les journées tellement c'est dur et tout. C'est très long. Il faut être patient. Tu fais des grosses journées. Des grosses journées, tout à fait. Moi, je me rappelle, je faisais du... J'avais 14 ans, je faisais du 15 ans. Ouais, en gros, de mes 14 ans jusqu'à 17 ans, je faisais du... C'était pas pendant les périodes des cours, hein, mais les week-ends et les vacances, tu fais... Parce que toi, tu es en décalé par rapport aux gens de la société. Même toi, c'est pareil, je pense, ici. Ouais, toi, tu travailles, on va dire, de midi à... Moi, je faisais midi ou 11h, 15h et 18h, minuit, tu vois.
En gros, tu es en décalé, tu vois jamais ta famille. Parce que quand les gens ils mangent, c'est quand toi tu es au travail. Et ouais, en gros, c'est un peu ça. Ouais, la restauration, mais dans ce côté-là, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais à Poitiers, en province. Et j'étais à l'école. Après l'école, bah, je travaillais dans la restauration, dans la pizzeria, genre dans une pizzeria. Dans les pizzerias. Toi, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, 17 ans. Ok, c'était en même temps que l'école aussi. Genre après l'école, j'allais travailler. Donc, dès là, je commençais à découvrir la restauration. Toi, c'était vraiment en cuisine ou... Non, je faisais un peu tout. Là-bas, c'était la polyvalence. Ok. Je faisais soit les commandes, soit prise de commande, soit livraison. On faisait un peu de tout. Donc, depuis là, je commençais déjà à découvrir la restauration. Déjà, j'étais à l'école et je travaillais en même temps. Donc, avec l'âge, et quand je suis venu à Paris, parce que après Poitiers, je suis allé à Paris. Parce que moi, j'étais à Paris au départ, quand j'étais petit. Je suis allé après à Poitiers. J'ai grandi là-bas. Donc là-bas, j'étais à l'école et je travaillais en même temps à 2 minutes pizza. Donc, dès que j'étais majeur, vers 19 ans, là, c'est là que je suis allé à Paris. C'est là-bas que j'ai compris que Poitiers, c'est une petite ville. Et moi, je suis trop ambitieux pour Poitiers, entre guillemets. C'était trop petit, c'est un village. Petit, on va dire ça. Donc j'ai quitté Poitiers pour aller à Paris. Et c'est là-bas que je suis allé à l'école. Et les premières années à Paris, où je suis à l'école, j'ai eu cette opportunité de travailler pour quelqu'un dans le transport des personnes. Donc je me suis plus basé sur le transport qu'à l'école. Et c'est ça qui a fait que je me suis trouvé... Et quand tu étais dans la pizzeria, là, c'est là-bas que tu as appris un peu à cuisiner ou bien tu avais déjà des bases? Oui, c'est là-bas, oui. C'est là-bas que tu as tout appris. appris. J'ai appris à faire les pizzas. Vraiment, ouais, à découvrir même les merguez, tout ça, là, les merguez, jambon, faire les mélanges et tout. Parce que le truc qu'il faut retenir, c'est que toi-même en restauration aussi, tu es super fort parce que moi, je mange dans plein de restaurants en Guinée et tout, mais les techniques que toi, tu utilises, c'est quasiment les mêmes que ceux qu'on utilise en France. Par exemple, sur les milkshakes, je te disais la dernière fois qu'on s'était vu, j'ai pris un milkshake dans un restaurant pour pas donner de nom, tu vois, mais le milkshake, c'était du lait avec du chocolat presque, on sentait rien. Et là-bas, justement, ma belle-sœur a mangé là-bas, les milkshakes qu'on avait à Niakri Crêpe dans ton restaurant, c'était des vrais milkshakes. En fait, ce concept-là, quand je l'ai créé, j'ai vraiment voulu faire un restaurant à peu près similaire qu'en France. Vraiment les ingrédients, vraiment tout. Et avant de me lancer dans ce projet-là en Guinée, j'ai fait des formations. Comme j'avais la chance d'avoir des amis qui travaillaient dans les restaurations comme Au Tacos ou à Fête à Crêpes, je suis allé vers eux pour apprendre avant de me lancer en Guinée. Parce qu'ils me dirent, venir en Guinée faire un projet, juste utiliser le nom seulement et pas faire la qualité comme les gens vont espérer, pour moi, ça ne sert à rien. Et je me suis dit, si tu fais un projet, fais-le bien. Donc je suis allé encore une fois me former en France auprès des amis. Je suis venu, j'ai essayé par rapport à ce qu'il y a aussi comme ingrédient dans le pays, faire la qualité que les gens expatriés, quand ils viendront dans mon restaurant, ne vont pas sentir une grande différence. Adapté à ce qui se fait en Guinée. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Donc moi j'ai vraiment voulu faire la qualité. Sinon j'aurais pu faire comme beaucoup de gens le font et mentionner le nom et faire quelque chose de différent. Mais pour moi c'est pas le but. Et ce projet-là... Avec les photos et tout, même pareil. Alors que tu vois, au final, quand ça vient, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que comme au début, quand je t'ai raconté l'histoire des pizzas, je suis allé dans un grand hôtel à l'époque, où j'ai commandé une pizza et tout. Et je vois l'argent, 120, 130 000 à l'époque, je ne connaissais pas l'argent. Donc je demande à mon frère avec qui j'étais, combien ça fait ça en euros? Il me dit 12, 13 euros. Et je dis, ah ouais? Je dis, ok. C'est là, tu t'es dit, ah, il y a un truc à faire. Déjà, le prix là, il est cher. Donc je me suis dit, c'est un grand hôtel et tout. J'espère avoir la qualité. Et je vois la pizza, c'est les pizzas qu'on prend à Lidl, les surgelées, là, que nous, à l'époque, on prenait nous-mêmes le vin d'haché, on mettait dessus, on mettait au four, là. Ouais. Un truc similaire. Quand tu manges, c'est tout dur, tout sec et tout. Ouais, je me suis dit, c'est comme ça. Je me suis dit, bon, un jour, moi aussi, il faut que je fasse vraiment mon restaurant ici. Pour montrer aux gens réellement c'est quoi la qualité. Ok. Et déjà, toi, pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur? Parce qu'être entrepreneur, c'est super dur. Tu as plein de difficultés. Et toi et moi, on sait, vu qu'on est entrepreneur, mais les gens ils peuvent pas savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur quand ils rentrent vraiment. Et face aux difficultés, si tu n'as pas quelque chose qui te permet de tenir, c'est super dur. Et si c'est quelque chose-là, c'est pas un niveau qui est plus que toi, tu vas craquer. Donc, toi, c'est quoi ta force? Pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur? Déjà, j'ai essayé de bosser pour des gens en France. J'ai un caractère. J'ai trop de principes. Est-ce quelque chose de bien ou pas bien? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui m'a poussé à
à penser à bosser pour moi. Parce que quand tu bosses pour des gens, il faut supporter beaucoup de choses. Et moi, je ne pouvais pas. J'ai essayé. Hein. Chaque fois que je bosse pour quelqu'un, je faisais 1 ou 2 mois, on me virait. Plusieurs fois, 2, 3 fois. Je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, bon, comme les gens avec qui je travaille sans arrêt, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, bah, je me suis dit, bah, autant essayer de penser à bosser pour toi-même. C'est là que j'ai commencé à faire une formation dans le transport des personnes. Parce qu'à l'époque là, quand je t'ai dit, quand j'étais à l'école, je travaillais pour quelqu'un. Lui aussi, on s'est séparés. Bon, on va dire, pas vraiment sur de bons termes, mais bon, on s'est séparés. C'était pas trop ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire une formation dans le transport des personnes, jusqu'à j'ai créé mon entreprise à moi en France. Jusqu'à j'ai pris des gens qui travaillaient pour moi. Et quand j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup appris. Tu as été premier pas en fait dans l'entrepreneuriat. Dans ça. Et c'est là que tu as compris qu'il y avait des opportunités dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, oui, c'est là. Ok, donc en fait ta première boîte c'était en France. En France, ouais. Dans le transport des personnes, VTC. Ouais. Ok, je savais même pas. Et c'est de là en fait tu as rebondi, tu t'es dit ah ça marche, mais pourquoi switcher pour aller en Guinée? Pourquoi la Guinée? C'est une petite histoire. Quand je travaillais à Auchan, au KB, dans le 9-4, je bossais pour une entreprise qui s'appelle Course à Dom. Et on faisait des livraisons de marchandises, de nourriture pour les gens chez les clients. Donc là-bas, il y avait une formation de 3 mois d'essai. Après les 3 mois, on te prenait ou bien bah, tu pars. Tu pars, quoi. Donc au départ, tout allait bien. Premier mois, tout allait bien. Deuxième mois, tout allait bien. Donc tout l'argent qui venait auparavant, je faisais tout, n'importe quoi avec. Moi, j'étais persuadé que tout allait bien, que j'allais continuer à avoir mon CDI. Enfin, un CDI. 1 mois, 2 mois, tout se passe bien. Vers le 3e mois, les problèmes arrivent. Que des problèmes. Problèmes au travail là-bas? Au travail. Bah ouais, parce que je commençais à perdre des marchandises des clients. Parce que bon, les vols, partout il y en a. On me volait des marchandises des clients. Et quand je me plaignais, bon, ils ne comprenaient pas. Le patron, il ne comprenait pas. Et je pense que là où vraiment tout a basculé, c'est le jour où je suis parti livrer chez un client et les clés du camion tombent par terre. C'est vraiment incroyable ce jour-là. Je me suis dit, ah ouais, à ce point-là. J'ai les clés dans la main, ça tombe par terre. Le temps que je me baisse pour prendre les clés, un véhicule qui passe, il casse les clés. Ah ouais. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais appeler le patron pour lui expliquer ça? Là, je l'appelle, je lui explique, il raccroche le téléphone, commence à crier sur moi et tout. J'ai dit, ah ouais, là, c'est mort. Après cette histoire-là, je rentre au travail. Et je vais voir un directeur avec qui je suis en genre de bon terme. Là, je lui explique ce qui s'est passé. Je lui demande de m'aider à partir de ce magasin-là pour aller ailleurs. Et lui, il me dit, ah, monsieur Touré, je suis vraiment désolé de te l'apprendre, mais je ne pense pas que ton contrat va être prolongé à la fin du mois. Je dis, ah ouais, je dis pourquoi? Il me dit, ah, le patron, là, il n'est pas trop d'accord avec toi, là, par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. Et je dis, ah ouais, je dis, ouais. Bah, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là c'était à l'époque des vacances scolaires qui venaient dans quelques semaines ou mois. Je me suis dit, là, je perds un travail. Pour retrouver un autre travail, ça va être compliqué. Je me suis dit, bon, là, c'est les vacances, bientôt, je ne vais pas rester à Paris à rien faire. Là, j'ai pensé à la Guinée comme ça. Va en Guinée. Parce que mes parents, chaque fois, me disaient, va en Guinée, va en Guinée, va en Guinée. Chaque fois, je disais, j'irai. Mais je n'en allais pas. Mais eux, ils te disaient d'aller en Guinée pour aller en vacances? Pour découvrir. Ok. Découvrir le pays. Ils voulaient aussi que tu fasses quelque chose en Guinée? C'est surtout pour que j'aille voir la famille. Pour changer un peu mon côté français et m'adapter un peu à la culture guinéenne. Okay. Surtout par rapport à ça. Ça fait des années, depuis que j'ai quitté, quand j'étais jeune, là, ça ne me disait rien d'aller en Guinée. Chaque fois, on me disait, viens en Guinée, il y a la famille, il y a les proches, même la culture. Je ne voulais pas. Et toi, pour toi, c'est loin, tout ça? Oui, je ne voulais pas du tout. Donc après, quand j'ai eu ce malheur-là, je sais pas, d'un coup, j'ai eu cette idée d'aller en Guinée. Pour venir voir le pays, découvrir la Guinée, voir les proches, la famille et tout. Vraiment par hasard. Et pour le restaurant, c'est le fait que je suis parti manger un jour à Fête à Crêpes et que j'ai rencontré le responsable de là-bas. C'était un jeune avec qui j'ai discuté. Et j'étais un peu perdu à cette époque-là. Je voulais faire un restaurant en Guinée, mais quoi, je ne savais pas du tout. Donc je lui ai dit, ah, à ton avis, les crêpes, ça marche bien et tout. Déjà ici, là où t'es, c'était à Ivry-sur-Seine. Il m'a dit, ouais, ça marche bien. Crêpes sucrées, salées, c'est bon ça, sauce salée là? Moi je connais crêpes sucrées, pas salées.
Il me dit, c'est bon et tout. Je dis, ah ouais, on me dit, goûte, tu vas voir. Je voulais pas trop et tout. Il m'a fait goûter. Il m'a fait des mélanges et tout, poulet, merguez, sauce algérienne et tout, des fromages par-dessus. Il me fait goûter ça. Je fais, ah ouais, c'est pas mal. Mais je me suis dit, bon, ça c'est déjà en France. Moi, je suis là, ça fait des années, je suis né là, j'ai grandi là, je connaissais pas trop les crêpes salées. Mais comment je peux ramener ça en Guinée, faire découvrir ça aux Guinéens Tu n'as même pas vu encore les crêpes sucrées. Ça va être compliqué. Il m'a dit, ça c'est un concept que tu dois envoyer en Afrique. Ça va être compliqué, ça va être très long. Il faut être patient. Mais quand ça va péter, ah là gros, ce sera bien. Donc je me suis dit, bon, je vais voir, je vais réfléchir. C'est là qu'il y a eu l'idée de pourquoi pas faire les crêpes en Guinée. Et après, tu es venu, ça a coïncidé avec les vacances. Ça, c'était avant les vacances ou ça, c'était après, du coup? Non, je crois que c'est après. Après les vacances. Après les vacances. Du coup, après, tu es venu? Je suis venu découvrir le pays, sortir beaucoup, aller dans les restaurants. C'est là que j'ai vu, j'ai eu cette histoire du fameux restaurant qui proposait des pizzas à 120 000 que j'ai pas trop aimé. Ok. Je me suis dit, bon. Et quand tu es venu là, ça veut dire, parce que quand tu es venu, quand tu as ouvert la première fois ton restaurant, tu connaissais même pas trop la Guinée encore? Pendant les vacances, quand j'étais venu là, j'étais venu pour m'amuser aussi, pour découvrir et voir ce que je pourrais faire. Pourquoi pas en Guinée? Donc, j'ai fréquenté beaucoup de restaurants et ouais, je me suis dit, bon, pourquoi pas la restauration? Et à la base, les restaurations, c'était plus pour moi. Je me suis dit, il faut que moi-même, j'ai un lieu où je vais aller manger ce que j'aime à tout moment. Au niveau qualité, vraiment, à la base, c'était par rapport à ça. Parce que je suis trop difficile dans tout ce qui est dans les manger. Tu t'es dit, au moins, si je vais en Guinée, j'ai un endroit pour manger, vu que c'est mon restaurant. Tout à fait. C'était plus pour ça à la base. C'est plus ça que gagner de l'argent. Ok. À la base. En fait, c'était pour... aussi pour toutes les personnes comme toi qui viennent en Guinée et qui galèrent à trouver de quoi manger pour avoir un équivalent comme tu as en France. C'est ça. C'est pour ça que même quand tu es venu, je pense que ton business model, vu que c'était comme ça, tu as beaucoup de gens de la diaspora qui venaient surtout. Beaucoup de gens. Surtout, ouais, beaucoup de gens qui... En fait, c'est plaisir que les gens ils viennent de l'Occident, ils viennent dans mon restaurant, ils disent enfin, on a des sauces ou bien la qualité de nourriture qu'on mangeait, soit on va dire au Maroc, soit en France, soit... Ça fait plaisir, c'est touchant. Okay. Mais au final, tu as réussi à quand même toucher les Guinéens parce que tu as plein de gens en Guinée qui sont quasiment abonnés, ils viennent manger. En tout cas, des clients réguliers qui viennent manger. Et en plus de ça, tu as même des personnalités comme des ministres et tout qui viennent manger dans ton restaurant. Oui. Donc au final, même les Guinéens, tu as réussi à les toucher quand même. C'est un combat très difficile. Mais avec la patience, la persévérance, et j'ai réussi à toucher les Guinéens, oui. En fait, c'est quoi? Au final, mentalement, ils se sont dit, il y a un truc à changer. Ils se sont dit, bon, on va essayer une fois. Et quand ils ont essayé, ils ont aimé. J'ai plus, à l'époque, pour que les Guinéens, je puisse les toucher, j'ai plus donné, faire goûter. Exemple, quand on vient dans mon restaurant, on veut un shawarma, je proposais une crêpe. Ils ne voulaient pas. Je leur disais, goûtez. En gros, si tu goûtes, tu n'aimes pas, tu ne payes pas. Ils goûtaient et ils partaient. En gros, sur le coup, des fois, ils disaient, j'aime pas trop. Ils partaient. Le lendemain, ils revenaient. Et je fais la même chose qu'hier. J'ai souri, j'ai dit, vous avez vu, au départ, vous êtes venus pour des shawarma. Maintenant, vous venez pour les crêpes. J'ai dit, ouais, franchement, je ne connaissais pas. Mais je remercie. Grâce à toi, j'ai découvert le fait que tu m'as donné, j'ai goûté, j'ai vu que c'est la qualité. Et c'est comme ça que, on va dire à peu près que les gens ont commencé à découvrir et à apprécier ce que je fais. Ça, c'est une bonne stratégie marketing. Malheureusement, et ce que j'ai compris ici, c'est que les gens n'aiment pas, on va dire, la nouveauté. Je ne sais pas si c'est par crainte, mais ils n'aiment pas trop la nouveauté. Ils préfèrent aller manger ceux qu'ils connaissent. Donc ça veut dire que j'ai eu vraiment des périodes très difficiles, surtout au début, parce que je voulais vraiment viser les Guinéens. Parce que je savais que les Européens, s'ils savent qu'il y a ce restaurant-là, ils vont venir. Mais eux, ils sont là de passage. Donc quand eux ne seront pas là, il faut que je vise les Guinéens. Et les Guinéens, là, pour les viser, comment je vais faire? J'ai fait des flyers. J'ai donné dans les aéroports, partout. Aucun effet. Je ne comprenais pas. Après, je me suis dit, bon, je vais essayer de donner. Je vais faire un budget à perte. Donner ça aux gens. Si les gens ils goûtent, ils apprécient, ils vont venir. Et ça a fait effet. En fait, toi, ton travail, c'est surtout même d'essayer de changer les mentalités même. C'est mon souhait, oui. Parce que si, en gros, de pousser le Guinéen à changer son régime alimentaire, tout à fait, oui. À changer autre chose... que les poulets à checker qu'ils mangent au quotidien. Okay. Comme là, récemment, j'étais à Banlieue Expo. Et
j'étais le seul ou un des seuls restaurants à faire différent que les autres. La plupart des gens, ils faisaient presque tous poulet à checker à locaux. Moi, j'étais là avec un concept vraiment différent des autres. Et même, on va dire 5-6 ans après, parce que ça fait 5 ans, 6 ans que je suis là, en Guinée, bah, j'étais quand même là à donner beaucoup aux gens, pour faire découvrir aux gens. C'est pour montrer à quel point où vraiment les gens ont du mal à tout ce qui est nouveauté. Ils ont du mal. Ils préfèrent aller... Quand on disait aux gens de venir manger dans notre restaurant, et de demander le menu, on leur montrait, ils ne cherchaient pas à savoir c'est quoi, si c'était bon ou pas bon, il y a quoi dedans, rien. Ils disaient, ah non, moi je préfère le poulet à checker. Je leur disais, bon, c'est à côté. Ah, ça m'arrive même moi quand j'ai mangé avec les gens directement, quand on vient, ils disent, est-ce qu'il y a du riz ici? Du riz, c'est ça. Du riz, poulet à checker et tout. Bon. Ok. Et c'est quoi le plus dur en Guinée quand tu entreprends? L'aspect le plus dur que tu rencontres? Moi, j'ai beaucoup de mal avec les employés. Ok. Les employés, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et j'ai essayé de former beaucoup de gens, mais malheureusement, ça a été très compliqué pour moi. Parce que quand moi qui est né en France, j'ai grandi là-bas, ce que j'ai appris là-bas, en venant en Guinée, je suis venu pour leur apprendre, pour leur faire découvrir autre chose. Mais j'ai l'impression il y a un peu de refus de leur part. Et aussi le fait de penser parce que eux ils se disent, j'ai travaillé dans tel restaurant là, j'ai appris comme ça, donc forcément là où ils vont aller, ils veulent faire la même chose, sauf que chacun a ses codes. Moi j'ai les miennes, les autres ont la leur. Si tu viens chez moi, tu dois venir pour apprendre avec moi, ta manière de travailler, avec moi. Mais si tu refuses, je sais pas, c'est très compliqué. Donc chaque fois, je suis là à les conseiller, mais ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Surtout quand je ne suis pas là. Je suis là, je passe mon temps à les former. Ils sont là à me dire, OK, on a compris. On fera ce que tu veux, ce que tu demandes. Il n'y a pas de souci. Devant moi, tout va bien, entre guillemets. Dès que je voyage un peu, quelques semaines, quelques mois, j'ai mes clients qui sont là à m'envoyer des messages sur Insta, Facebook, partout, de tous les côtés, pour me dire, ah, il y a tel problème au restaurant, tel souci. Mais pourtant, je me dis, mais je leur ai appris. Je les ai conseillés. En fait, le plus dur, c'est au niveau des ressources humaines. Ouais, malheureusement, oui. Et du coup, il y a un des points aussi sur lesquels j'aimerais rebondir, c'est ton entourage, il a réagi comment quand t'es venu entreprendre en Guinée après? Parce que eux, ils t'ont vu du jour au lendemain, t'es en France, d'un coup, tu rebondis en Guinée. Comment il a réagi ton entourage? C'était beaucoup surpris, beaucoup. Mais ils m'ont encouragé. Parce que déjà, le fait de vouloir venir en Guinée, ils ont apprécié déjà. Mais franchement, ils ne pensaient pas du tout que j'allais un jour venir, en tout cas si jeune, venir entreprendre en Guinée. Surtout, c'est un concept nouveau, comme j'ai fait en fait. Ils ne pensaient pas du tout. Donc au début, c'était un peu de crainte. Parce qu'ils se sont dit, ouais, lui, il ne connaît pas la Guinée, il vient ici, il ne connaît personne. Et il veut faire un projet en plus nouveau avec des gens qui ne pensent pas comme lui. Ils avaient vraiment peur pour moi. Mais après, avec le temps, ils ont vu que j'étais vraiment déterminé. Je persistais malgré tout ce qui se passait. Au final, bon, ils se sont dit, ouais, on va l'encourager. Là, j'ai mon grand frère qui s'appelle Soufi Touré, qui fait partie des grands soutiens depuis le départ. Chaque fois que ça ne va pas, je vais vers lui. Il m'encourage. Parce que lui, il est passé par plein de projets en Guinée. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Donc lui a eu beaucoup d'expérience en Guinée. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, j'ai un problème, je suis bloqué, je l'appelle, je pose des questions et il me guide, il me conseille. Il a toujours les bons mots. Il a toujours les bons mots pour que je ne me décourage pas en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Il y a un cousin à moi qui s'appelle Mohamed Guérassi. On l'appelle Chabal. Lui aussi, dès le départ, il m'a soutenu, il m'encourage sans arrêt, toujours là. Quand les employés, moi, ça ne va pas, c'est lui qui intervient. Même quand je ne suis pas bien, je suis énervé contre les employés, je vais agir, faire un peu n'importe quoi, je passe par lui. Et que lui... Il gère avec eux. Il gère avec eux, tout à fait. Et ça a motivé aussi d'autres gens à vouloir faire comme toi dans ton entourage qui était en France, à vouloir entreprendre en Guinée? J'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui veulent faire des projets en Guinée. Et ils sont un peu surpris de ma persévérance. Parce que ça fait quand même 6 ans bientôt que je suis là. Et qu'eux sont habitués à voir des gens qui viennent de l'Occident venir faire des projets en Guinée. Quand ça ne va pas, au bout d'1 an, 6 mois, ils ferment et ils arrêtent tout. Et ils savent que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le pays, malheureusement,
Bah, on sait que les instabilités dans le pays. Bah oui, on voit tout ce qui se passe depuis 6 ans, tout ce qui s'est passé. On le voit. Ils savent que c'est sûr que en 6 ans, il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu le truc de référendum. Après, il y a eu le 3e mandat d'Alpha Condé. Après, il y a eu le coup d'État. Et là encore, il y a plein de rebondissements. Là, on parle d'élections encore. On ne sait pas comment ça va aller. Il n'y a pas de courant, pas de gaz à un moment donné. Ouais. Tout ça, vous avez des impacts sur ça, direct sur le restaurant? Énormément. Des fois, je me dis, je fais quoi? J'abandonne ou bien je continue? Des fois, je suis là, je me pose des questions. Mais heureusement que j'ai mes frères qui m'encouragent, qui me disent de ne pas me décourager, de persévérer. La patience paye toujours. C'est ce que j'ai appris. Et si je suis là encore en Guinée, malgré tout ce qui se passe, je me dis, bon, je reste optimiste. Je me dis, un jour, j'espère en tout cas que les choses iront mieux. Donc, tous les gens qui me contactent, je ne suis pas du genre à décourager les gens. J'encourage. Mais je leur dis, venir en Guinée, faire des projets, soyez forts psychologiquement. Soyez prêts. Soyez prêts mentalement, sinon vous allez tomber. Et moi, j'ai fait l'erreur, c'est que je ne suis pas associé à quelqu'un. Moi, j'encourage les gens à avoir quelqu'un, un binôme très important. Surtout un projet que tu fais à distance. Parce que moi, j'étais à peu près seul à faire ce projet-là avec mes frères qui, eux aussi, ont leurs problèmes à gérer. Donc, ils m'ont laissé tous les charges, les poids sur moi. Et moi, je viens découvrir le pays. Je connaissais pas le pays. J'ai trop de choses à devoir gérer. Quand j'étais là, je faisais ce que je pouvais. Quand je partais, même à distance, il fallait gérer à ma manière à moi là-bas. C'est-à-dire que je n'avais pas de vie. Donc, avec le temps, l'expérience, j'ai compris que tous les gens qui me conseillent de faire des projets en Guinée, je leur dis, soit tu viens t'installer en Guinée, soit tu prends quelqu'un, un binôme, avec qui vous allez alterner. Mais vouloir prendre quelqu'un, des employés ou même un gérant, et lui demander des choses, ils ne le font pas comme toi tu le veux. Et pas du tout même. Ah, je comprends. Et pour quelqu'un qui est comme toi, par exemple, ton travail prend tout ton temps. En plus, tu es entre la Guinée et la France, tu voyages quasiment tout le temps. Là, tu me disais que tu es là depuis quoi? 2 mois là, 3 mois bientôt. Là. 3 mois que tu es venu. Là, tu vas refaire 3 mois. Ça fait 6 mois que tu n'es pas en France. Imagine encore, tu es en France, ça peut être la même chose aussi. Puis tu dois gérer à distance et tout. Pour quelqu'un qui est dans la même situation que toi, c'est chaud de vouloir créer une vie de famille à distance. Tu penses, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait faire ça? C'est chaud. Ça dépend de la personne avec qui tu veux faire ta vie. Si la personne te comprend, elle peut te soutenir, être là, présent à tes côtés. Mais encore une fois, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est vraiment avoir un binôme pour éviter tout ça. Parce que vouloir gérer tout seul, tu ne pourras pas. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui pense comme toi. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour qu'on s'associe ensemble, faire le projet. Mais ils viennent me voir, financièrement, ils sont prêts. Ils ont de l'argent. Mais quand je réfléchis, quand je parle avec mes frères et tout, ils me disent, mais ces gens-là, ils ont de l'argent, ils veulent t'aider dans ton projet-là, mais ils veulent mettre de l'argent. Mais l'amour que toi, tu as mis dans ce projet-là, eux ne l'auront pas. Donc, mieux va avoir quelqu'un, même s'il ne donne pas d'argent, mais qui va être comme toi, se battre pour ton projet, être présent, pour que tu puisses avoir une autre vie quand tu n'es pas là. En gros, vous alternez. Donc, ça veut dire si quelqu'un est avec toi, qui se bat avec toi, vous alternez, toi, tu n'es pas là, tu peux faire ta vie sans problème. Ailleurs, avec ta famille, tes enfants, sans problème. Mais vouloir gérer tout seul, comme moi je l'ai fait, c'est très compliqué. Parce que quand j'étais en France, physiquement, j'étais là-bas, mais psychologiquement, j'étais en Guinée. Donc même le travail, je travaillais des fois, même les patrons me disaient, mais attends, tu es là, mais tu es ailleurs. Mes amis, c'est pareil. Même tous mes proches, c'est pareil. Tu es là, mais tu es ailleurs. Toujours sur mon téléphone, à vouloir gérer à distance tout ce qui se passait. C'était vraiment très compliqué. Vraiment, moi, j'encourage les gens à avoir un binôme quand tu fais un projet en Guinée. Ok. Et tu penses aussi, du coup, pour la question que j'avais posée, c'est-à-dire au niveau de avoir une femme et tout, tu penses qu'en gros, la clé, c'est d'avoir une femme qui te comprend dans ce que tu entreprends, c'est ça? Qui te comprend et qui est prêt à te suivre partout où tu es. Je pense que si la femme est vraiment à se voir intégrée dans ton projet-là, ça va plus t'aider que si tu la mets de côté et qu'elle est là, entre guillemets, à voir de l'extérieur sur tout ce que tu fais. C'est différent. Donc, c'est vraiment important d'avoir une femme aussi... Qui est impliquée. Qui est impliquée avec toi, qui pourra t'aider. Ok. Donc, tu penses que le plus dur, c'est de trouver cette personne? Moi, je pense que le plus dur, c'est de trouver le binôme. Parce que si le binôme est là, tu auras déjà beaucoup moins de charges. Et la femme que tu auras, si vous comprenez, je pense que ça pourra le faire. Mais avoir une femme qui te suit dans tes projets-là, tu n'as pas de binôme. Mais quand tu es là, tout va bien. Mais le jour où vous ne serez pas là,
Donc toujours, physiquement, tu seras à l'Occident, mais psychologiquement, tu seras toujours en Guinée. Et donc là, c'est là que les tensions peuvent... il y aura des tensions entre vous, il y aura plein de choses qui vont pas aller entre vous. Donc l'important d'avoir vraiment un binôme. Moi, je conseille vraiment les gens sur ce côté-là. Ok. Et on dit souvent qu'en Guinée, l'une des choses les plus importantes, c'est de réussir à se constituer un réseau. Toi, tu m'en parlais, même maintenant, peut-être qu'on en parlera si on a le temps après, mais maintenant, tu as même des gens qui te proposent d'intégrer leur business juste par rapport à l'expérience que tu as pu acquérir. Ils se disent, bon, si on travaille avec lui, avec tout ce qu'il a pu acquérir, faut qu'on l'ait avec nous, tu vois. Donc, pour beaucoup, le plus important, c'est de se créer un réseau. Toi, comment tu as réussi à créer ton réseau en Guinée? En plus, tu as beaucoup d'artistes et tout. Je disais tout à l'heure des ministres, des personnalités qui viennent manger dans ton restaurant, des influenceurs aussi. C'est comment tu arrives à créer ce réseau en Guinée? Franchement, la vérité, c'est plus des proches à moi qui m'aident à avoir ces réseaux-là. Parce que moi, de base, je ne suis pas trop quelqu'un qui va vers les gens. C'est plus comme je parlais de mon cousin et Chabal qui a beaucoup de relations, et mon frère Sophie qui a beaucoup de relations, c'est plus eux qui, sur ce côté-là, qui sont plus forts que moi. C'est eux qui proposent ce qu'on fait aux gens. Quand ils goûtent, ils apprécient. Je les vois dans mon restaurant. Et là, on sympathise, on fait connaissance. Je leur explique à peu près qui je suis, ce que je fais, mon parcours et comment j'ai bâti ce restaurant-là. C'est là qu'il y a ce lien-là qui se crée entre nous et qui viennent régulièrement. Mais malheureusement, ils viennent quand je suis là. Dès que je pars... Maintenant, le restaurant, il est beaucoup affilié à ta personne. Ouais, tout à fait, ouais. Mais toi, à la base, t'es plus un gars qui aime bien rester dans l'ombre, en fait. De l'ombre, de base, oui. Tu penses que ça, c'est pas une bonne stratégie ou c'est une bonne stratégie en Guinée? En fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que un serpent qui vit caché a longue vie. C'est ce que j'ai toujours appris. Donc, je préfère rester dans anonymat et laisser les autres... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin actuellement, surtout maintenant avec l'ère des réseaux sociaux, quand tu crées une entreprise, les gens, ils ont beaucoup tendance à affilier ton entreprise à la personne. Et quand tu n'es pas mis en avant, des fois, ça peut te ralentir sur certains aspects. Après, des fois, ça peut être des pièges. Je sais pas, si tu fais une connerie, on va associer ta connerie à... Ça, c'est compliqué. En fait, c'est un choix. Après, comme je ne suis pas trop présent en Afrique et que c'est plus mes cousins et mes frères qui sont là, donc j'ai plus laissé à eux de se mettre en avant plus que moi-même. C'est pour ça. Ok. Et toi, tu penses, c'est quoi tes points forts qui t'ont aidé à développer toutes ces étapes en Guinée? C'est la persévérance que j'ai et que je suis déterminé. Et je suis quelqu'un de très ambitieux aussi. Et je suis aussi optimiste. Et en fait, j'ai tout ça qui fait que je suis là encore aujourd'hui. Sinon, tout ce que j'ai traversé, je dis, même, des fois, on me pose la question, comment tu fais pour être là encore? Tout ce que tu as vécu, tu n'es pas en dépression, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'es pas fou. Même moi, je leur dis, même moi, je ne sais pas, c'est seul Dieu qui me sauve. À la Guinée, c'est dur, hein. C'est pas facile, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ok. Et du coup, là, actuellement, tu travailles sur un nouveau projet. Tu veux qu'on en parle ou pour le moment, c'est pas trop... Pour l'instant, je préfère que les gens avec qui je ferai ce projet-là, qui s'y connaissent mieux que moi, et ils viendront parler du sujet. Parler du sujet, là, Inch'Allah. Ok. Toi, tu vois comment actuellement l'évolution du pays? Tu penses que là, on est sur de bons rails? Là, comme je disais tout à l'heure, on a encore plein de difficultés et tout. On espère tous que ça va aller mieux. Mais actuellement, c'est chaud un peu quand même. C'est compliqué, surtout que depuis qu'il y a eu ces soucis de courant là et de gaz, et nous, en tant qu'entrepreneurs qui avons des restaurants, sans le courant, sans le gaz, on ne peut pas travailler. Après, bon, le pays, je me dis, chaque pays a des hauts et des bas. Quand il y a eu M. Doumbouya est venu au pouvoir, moi et mes amis, la plupart des gens avec qui je discutais, on était vraiment optimistes parce qu'on voyait du changement. Mais bon, après là, malheureusement, il y a eu, on va dire, un changement de l'autre côté, un peu négatif. Mais bon, on reste toujours optimiste. On se dit qu'avec le temps, la Guinée ira bien. Le pays, il a évolué depuis quand tu es venu. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Ça a changé quand même. Après dire, même si on critique beaucoup la Guinée, mais quand tu viens, il y a 6 ans en arrière, quand j'étais venu... C'était quand? C'était en 2017? Non, dans les 15-16. Ah ouais? À peu près 15-16, ouais. Donc okay. à l'époque là et aujourd'hui, vraiment, il y a quand même eu du changement. Ok. Et tu penses que c'est plus dur d'entreprendre en Guinée ou par exemple en Europe? En Guinée. Ok. Parce que toujours, il y a cette mentalité-là qui est différente de nous. Ça veut dire que même les codes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris
pour faire apprendre ça à un adulte, c'est compliqué. C'est comme si tu dois éduquer un adulte comme un enfant. Et c'est très compliqué. Surtout si la personne ne veut pas t'écouter ou pense comprendre les choses, c'est vraiment compliqué. Donc, et tu penses que c'est le fait d'être un diaspo qui fait que c'est plus dur d'entreprendre en Guinée? Diaspo, oui, parce que aussi je suis jeune. Ce côté-là, jeune, il fait que les gens que je rencontre pour faire les entretiens, pour travailler avec moi, ils ne prennent pas au sérieux. Je suis là à leur parler, les conseiller, mais ils disent, bon, c'est un jeune comme moi. Donc il y a tout ça qui joue beaucoup sur moi, malheureusement. Quand des gens... en fait, beaucoup de gens ils pensent que le patron du restaurant, c'est un adulte, il a je sais pas quel âge. Et quand ils me voient, ils sont un peu étonnés de me voir moi. Donc après l'entretien, je sens directement dans leurs yeux qu'ils se disent, ah, lui là, c'est bon. Et ça, c'est bien, ça. Ça veut dire que ton projet, en fait, il te dépasse même. Ouais, c'est bien, je dirais oui et non. Parce que bon, c'est mieux directement d'avoir des gens que tu veux employer, qui dès le départ, ils te comprennent, t'acceptent comme tu es, par rapport à ton âge, par rapport à ce qu'ils ont en face d'eux, en fait. Mais si tu vois que les gens-là te voient en tant que jeune et ils te prennent pas au sérieux, soit c'est un peu obligé à chaque fois mettre la pression ou bien vouloir les virer. C'est pas le but, en fait. C'est pas le but. Le but, c'est que tout le monde avance. Tout le monde avance. Si j'ai laissé la France venir en Guinée faire ce projet-là, c'est pour créer de l'emploi, c'est pour aider la jeunesse, faire découvrir aux Guinéens autre chose que ce qu'ils ont au quotidien. Donc pour moi, il faut nous encourager, en fait. Il faut nous encourager à venir entreprendre en Guinée, aider la jeunesse, aider les gens. Il faut aussi qu'eux-mêmes donnent envie à nous-mêmes de venir entreprendre. Et malheureusement, ils font rien pour. Soit le gouvernement, soit même les gens que tu veux employer, ils font rien pour qu'on vienne ici et faire des projets en Guinée. Pour moi, il n'y a rien qui a été mis en place pour ça, malheureusement. Pour te motiver, quoi. Pour te motiver à rien. Et avec tout... Parce que là, quand même, maintenant, tu as un gros parcours. Tu as créé plusieurs restaurants en Guinée depuis 6 ans. Tu avais une entreprise de transport avant en France. Donc, tu as eu beaucoup d'expérience quand même. Avec toutes les expériences et les acquis que tu as eus là, s'il y a des choses que tu devrais refaire différemment dans ton parcours, est-ce qu'il y aurait des choses que tu n'aurais pas fait de la même manière? Déjà, dès le départ, je pense que j'aurais fait une étude du marché. Je l'ai appris ça à l'école, même si je n'étais pas très présent, mais j'ai appris ça, l'importance de l'étude du marché. Mais quand je suis venu en Guinée, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'avais déjà mes idées. En fait, j'avais à Bessia, là où j'ai commencé, là-bas c'est chez mon père. Quand je suis venu en Guinée en vacances, découvrir le pays, et que j'ai vu le bâtiment de mon père qui était à Bessia, je me suis dit, Bessia c'est vers l'aéroport, c'est pas loin d'Anville, c'est vers Hamdallah, Itaouya, Kipé. Je suis au milieu. C'est un carrefour, quoi. C'est un carrefour. Je me suis dit, bon, si je suis là-bas, je peux attirer un peu tout le monde, de chaque côté. Je ne savais pas à l'époque là qu'il y avait Kipé, c'était vraiment le zone où les gens que moi je cherche sont là-bas, en fait. Donc ça veut dire que si j'avais quelqu'un déjà sur le terrain qui aurait pu me conseiller, me guider, qui avait l'expérience, ça m'aurait beaucoup aidé. Encore une espèce de coach, genre vers qui je serais allé prendre des infos, des renseignements qui m'auraient guidé. Ça m'aurait beaucoup aidé. Mais le fait que je sois venu sans aide, sans vraiment guide ou conseiller, je faisais tout par rapport à moi-même, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Donc si entre guillemets, il y avait des gens comme espèce des gens qui ont l'expérience, qui sont là, prêts à aider les nouvelles personnes qui veulent venir investir en Guinée, pour les guider, les conseiller. Franchement, ça m'aurait beaucoup aidé. Ça va aussi beaucoup aider les gens, je pense. Ok. Et je voulais juste rebondir sur un truc aussi, c'est que ta technique que tu avais mis en place là, quand tu donnais à manger et tout, pour motiver les gens à revenir, ça marchait, hein, parce que là, je viens de m'en rappeler. Mais tu sais que moi, la première fois que j'ai mangé Niakri Crêpes, c'était quand? En fait, un jour, j'étais allé à Espace. Et à l'époque, je travaillais avec eux sur mon partenariat qu'on a signé avec eux. Et à l'époque, Niakri Crêpes, je crois, était partenaire de Espace. C'est bien ça, oui. Donc,
un jour, je crois, vous avez ramené à manger là-bas. Oui, Et on m'avait offert des crêpes et tout. D'accord. Et depuis quand j'ai mangé ce jour-là, j'ai kiffé. Et après, entre-temps, je suis allé plein de fois en livrer, en commandé même ici directement. Et à chaque fois que j'avais des gens qui venaient me voir pour discuter, je disais, bon, ce jour là-bas, on va manger là-bas. Et c'est comme ça que moi, j'avais mangé. Du coup, c'était juste pour dire, en vrai, la technique a marché. Hein. Non, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. C'est vrai que quand je suis passé à l'étape des flyers, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'effet. Et je suis allé vers des gens, je me suis un peu renseigné et on m'a fait comprendre que bon, essaie de mettre un budget à perte, fais découvrir ton concept aux gens, comment en proposant qu'ils goûtent. Et je me suis dit, bon, ça, c'est beaucoup d'argent. On m'a dit, c'est beaucoup d'argent, mais si ça peut te rapporter Du client. des clients, faut essayer. Moi, je savais la qualité de ce que je faisais. Je savais que si les gens goûtaient ce que je faisais, que ce soit une personne d'ici ou d'ailleurs, je sais qu'ils vont apprécier. Sans me vanter, bien sûr. Tu es sûr de ce que tu fais, Chose quoi. que je fais. Donc, quand j'ai essayé, j'ai vu directement l'effet que ça a fait. Donc, bon, et ça a marché. Donc, ça, je suis un peu fier de ce côté-là. Je suis moins fier de ça. Ok. C'est quoi l'avenir, du coup, pour toi? C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Faire d'autres projets, d'autres restaurants. Nyaki Crêpe, m'implanter dans... Parce que beaucoup de gens me demandent d'aller à Kamsar et d'aller en ville. Et, bah, pourquoi pas? C'est mon souhait. Je me dis, d'abord, je vais essayer de m'occuper de là où je suis actuellement équipé, vraiment mettre tout en place comme il le faut. Dès que là-bas, je serai vraiment bien placé, bien structuré. Tout ce que j'aimerais se passe comme il le faut. Et vraiment, j'ai envie de vraiment aller un peu ailleurs. Élargir, quoi. Élargir, tout à fait. Et il y a beaucoup de jeunes comme toi qui sont partis de pas grand-chose, ou de rien, ou de pas grand-chose, et qui ont réussi enfin, qui nous regardent. Et en regardant ton parcours, quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'eux aussi, ils puissent réaliser leurs rêves ou accomplir des choses à tous ces jeunes-là qui nous regardent? Il faut vraiment être bien entouré. Bien entouré et croire en soi. Il faut être optimiste. Il faut aussi viser haut, viser loin, être ambitieux. Pour moi, c'est ça. Il faut vraiment croire en soi, être ambitieux et viser loin. Quand tu vises loin, même si tu n'atteins pas le niveau que tu veux, mais si tu atteins déjà la moitié, pour moi c'est déjà une mission accomplie. Donc, pour moi, il faut vraiment viser haut, il faut vraiment croire en soi. Il faut déterminer, il ne faut pas se décourager. Parce que, encore une fois, il ne faut pas se décourager parce que tout ce que j'ai vécu, je suis là encore, je ne me suis pas découragé et j'aurais pu. Et c'est ça l'importance d'être bien entouré. Parce que beaucoup de fois où j'étais en France, où il y a eu des choses incroyables qui se sont passées, j'ai failli vraiment tout abandonner. Mais heureusement que j'avais mon grand frère et mes cousins qui étaient là pour me dire non, tu n'es pas là, mais nous on sera là le temps que tu reviennes. Donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Ben, un jour déjà, j'étais parti en vacances à Marrakech, arrivé à l'aéroport. Je sors de l'aéroport, je mets la Wi-Fi, genre à l'aéroport, je mets la Wi-Fi et tout pour me connecter. Je vois des appels, beaucoup d'appels. Je réponds, on me dit, boss, il y a les impôts qui sont venus au restaurant, fermez les restaurants. J'étais tellement choqué, j'étais traumatisé ce jour-là. J'ai dit, ah oui, fermez mon restaurant comme ça, alors que je ne suis pas là-bas. Là, je me suis dit, comment je vais faire? Je ne suis pas là-bas. Et là, je ne comprenais pas. J'ai dit, comment les impôts peuvent venir fermer le restaurant, surtout d'où je viens, avec tout ce que je vis actuellement. Mais heureusement que j'avais ces soutiens-là que j'ai dit, qui est très important. Mes cousins que j'ai appelés à distance, qui ont réussi à gérer ça pour moi. Ça prouve que vraiment, il faut être bien entouré des bonnes personnes. Et il faut aussi persévérer. Malgré tout ce que tu vas vivre comme obstacle, il ne faut pas lâcher. Un jour, dis-toi que tôt ou tard, ça va marcher. Quand? Tu ne sais pas. Mais pour savoir, il faut rester, il faut te battre, il faut être optimiste. Et c'est ce que je fais depuis tout le temps, optimiste. Je me dis, un jour, ça ira. Quand? Je ne sais pas. De toute façon, la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. C'est ça. C'est soit tu meurs en essayant, soit tu vis, mais en abandonnant. Tout ce que j'ai vécu, je me dis, non, je ne peux pas abandonner. Enfin, j'espère qu'ils ont compris. Non, mais tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, ça fait 6 ans, je ne peux pas me dire, ouais, j'abandonne comme ça. Je me dis juste que non, continue, persévère, ça ira. Donc, persévérance. Et optimiste. Optimiste. Inch'Allah, ça va payer. Inch'Allah. Merci d'être venu ici pour nous raconter ton parcours. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens et que les gens pourront en tirer des enseignements. Et on se dit à bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup.
Merci à toi. Ça fait plaisir. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.